reste dans l'amphi. Et pour la dernière présentation de la session, donc Jonathan Salvan va présenter un travail en collaboration avec Sébastien Bardin qui est ici et Marie-Laure Potet qui n'est pas là, je pense, sur la désobfuscation de logiciels sous forme binaire. Merci. Oui, donc je vais vous parler de protection logicielle et notamment vous montrer une approche pour dévirtualiser des fonctions virtualisées. Donc l'exposé va être comme ceci. Petite introduction sur tout ce qui est protection logicielle, notamment la virtualisation. Ensuite, on va vous parler de notre approche qui est une approche automatique et qui va nous permettre de reconstruire un binaire désobfusqué à partir d'un binaire obfusqué. Ensuite, on va vous montrer les résultats sur le challenge Tigres et ensuite les limitations, ce qu'on va faire ensuite et les conclusions. Donc la protection logicielle, c'est tout simplement le fait de transformer un programme en une version plus complexe à analyser, que ce soit pour les outils ou pour un humain. Donc on va faire des transformations. Ces transformations peuvent être faites sur du source ou au niveau IL ou au niveau binaire. L'idée, c'est qu'on doit garder les mêmes propriétés d'un programme P à un programme P'. Et notamment, l'attaquant donc se concentre sur une version qui est beaucoup plus complexe à analyser. Donc il existe tout un tas de protections logicielles, ça sert à rien de toutes les lister. Nous, on va en prendre qu'une, c'est la virtualisation. Donc qu'est-ce que la virtualisation? C'est aussi ce qu'on appelle machine virtuelle, émulateur ou encore VM. Mais c'est le fait d'émuler du bytecode propriétaire. Propriétaire dans le sens où c'est la protection qui va réimplémenter son propre ISA, donc instruction set architecture. Voilà. Donc petit exemple, imaginons une instruction, enfin une fonction d'authentification qui va calculer un secret. Ce secret est issu d'une entrée utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est lors des passes de transformation, on va transformer, donc si on part du principe que la fonction secret c'est de x86, on va convertir ce x86 dans un bytecode propriétaire, et au lieu d'appeler directement la fonction secret, on va appeler une machine virtuelle avec le bytecode de la fonction secret en lui donnant les sorties et les entrées. Ensuite, on va donc supprimer la fonction secret. Donc dans le binaire, on n'a plus du tout le code x86 de la fonction secret, on a du coup une machine virtuelle avec un bytecode propriétaire qui est émulé par la machine virtuelle. Donc le design d'une machine virtuelle, en tout cas ici, c'est un design très simple, il en existe plusieurs, mais il est très proche de celui des CPU. Ça veut dire qu'il y a 4 composants, un composant qui va récupérer les opcodes, un composant qui va les décoder, un composant qui va dire ok là c'est un move, donc on va dispatcher sur un opérateur, donc un handler qui s'occupe d'effectuer la sémantique d'un move, etc. etc. Donc ce qui est fetché, c'est bien évidemment le bytecode propriétaire. Voilà. Et donc petit exemple vite fait, imaginons on fetch donc ici des opcodes ABCD, peu importe. On va les décoder, donc là la VM dit ah, c'est un move registre, donc on va les dispatcher dans l'opérateur qui effectue un move. Voilà, et donc la VM va dans son état, pareil un virtuel de mémoire et de registre, mettre l'input dans un registre virtuel R1. Ensuite il y a le terminateur, donc c'est ce qu'on appelle le VPC, c'est le Virtual Program Counter, qui va dire est-ce que l'émulation est finie ou est-ce que je passe au bytecode suivant. Donc c'est pas fini, on passe au bytecode suivant, il récupère des nouveaux opcodes, il les décode, là c'est un move registre immédiat, donc il va dans un handler, etc., etc. Ensuite on a une multiplication de 3 registres, donc voilà, on va dans un opérateur qui fait cette multiplication. Bref, donc la machine virtuelle s'exécute comme ceci, et à la fin on a 4 instructions qui ont été exécutées qui est les instructions du code d'origine. Donc là, on a carrément toute une VM avec des milliers d'instructions exécutées qui vont au final exécuter 4 instructions. Donc le processus standard pour faire du reverse engineering sur ce genre de logiciel, enfin de binaire, c'est d'abord isoler où se situe la machine virtuelle, isoler où se trouvent les bytecodes, reverser tout le processus de la VM pour comprendre comment elle décode, où sont les dispatchers, ce que font chaque handler, ce que ça fait un move, une multiplication, une addition, etc. Pour ensuite créer un désassembleur. Donc on va désassembler le bytecode et ensuite on va commencer le reverse engineering de ce qu'on a désassemblé. Donc là on voit qu'il y a une grosse étape à faire avant de pouvoir analyser le binaire ciblé. Donc maintenant notre approche. Donc notre approche, elle,
ne se base pas du tout sur le fait de pouvoir isoler les bytecodes, de pouvoir isoler les composants de la machine virtuelle, de reconstruire un désassembleur. Tout ça, nous, on fait pas. Ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est d'avoir, ok, on a un binaire. Ce binaire, on sait qu'il y a une VM. Donc déjà, au préalable, on sait quelles sont les fonctions qui sont virtualisées, parce qu'on peut virtualiser que certaines fonctions, une fonction ou tout le binaire entier. Enfin, la fonction main, donc du coup, toutes les sous-fonctions. Nous, ce qu'on fait, c'est que, ok, voilà, on sait pas tout ça, on prend un binaire, et ce qu'on veut, c'est un binaire désobfusqué, avec un control flow qui a été reconstruit, parce qu'actuellement on a le control flow de la machine virtuelle, donc là le graphe avec le CPU. Nous, tout ça on veut pas, ce qu'on veut c'est vraiment le programme, enfin le control flow du programme d'origine. Et pareil, ce qu'on veut c'est retrouver au plus proche les instructions du code d'origine. Alors ce sera pas possible de retrouver exactement les mêmes, hein, parce qu'il y a eu des transformations qu'on peut pas revenir en arrière, mais l'idée c'est de garder au plus proche le control flow et les instructions du code d'origine. Donc l'idée, avec un petit schéma, c'est on part de ça. Donc on n'a plus du tout la fonction secret, on a du bytecode et une VM, à plusieurs traces d'exécution, on va le voir ensuite, hein, étape par étape. Ces traces sont obfusquées, on va appliquer des simplifications sur ces traces, et ensuite on repart de ces traces à un binaire reconstruit sans la VM, avec secret prime. Alors prime parce que du coup c'est pas du tout le même prime qu'avant, ce sera le même contrôle flow avec les mêmes instructions plus ou moins, mais on pourra pas garantir que ce soit exactement à 100% sûr le même. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la propriété reste la même, c'est-à-dire que pour tous les inputs, on aura le même output sur la fonction sur la version désobfusquée. Voilà. Alors, notre approche repose sur un point qui est très important, c'est que grosso modo, une trace d'exécution à travers une machine virtuelle, c'est les instructions du code d'origine plus celles de la machine virtuelle. Okay, donc il y a bien les deux. Et donc l'idée derrière cette approche, c'est d'arriver d'une manière X ou Y, donc on le verra ensuite, mais d'arriver à isoler ces deux types d'instructions, ces deux sous-traces d'instructions. Donc les instructions qui ont un rapport avec le programme d'origine et celles de la machine virtuelle. Les instructions, enfin la sémantique des instructions qui vont être exécutées par la machine virtuelle se situe dans les opérateurs, parce que l'opérateur qui fait un move, donc ça veut dire que le code d'origine a probablement fait un move, un XOR, etc., etc. Voilà. Donc si on arrive à isoler ces deux sous-ensembles d'instructions, on a déjà fait une grosse partie du travail pour supprimer la machine virtuelle. Donc l'approche, elle repose en 6 points. Ça sert à rien je ne vais pas les lister ici. Ce slide est fait pour ceux qui veulent lire les slides après à tête reposée en off. Toutes les étapes, on va les expliquer une à une. Donc étape 1, arriver à isoler justement ces deux ensembles d'instructions. Donc pour ça, on va utiliser une analyse par teinte. Donc heureusement pour moi, on a fait une introduction juste avant. Donc on va teinter, nous, le paramètre de la fonction virtualisée. Et ensuite, disons qu'on va juste afficher les instructions qui sont teintées, quoi. Donc on va avoir une sous-trace d'instructions. Donc là, on voit pas très bien, je suis désolé. Mais voilà, donc là, on arrive déjà à avoir les instructions qui ont un lien avec l'entrée utilisateur de la fonction virtualisée. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Si je vous montre ça dans IDEA, par exemple, donc là, on est dans un handler. Et on a donc 3 instructions qui sont teintées, voilà, et on arrive directement, en tout cas, à déterminer ce que fait le handler. Ici, le handler fait un XOR, parce qu'on a, voilà, on a 2 moves d'un contexte, donc c'est souvent en général le contexte, il va récupérer un contexte, il va faire son opération, et le résultat va le remettre dans son contexte virtuel. Bon, voilà, juste avec l'analyse par teinte, on arrive à déterminer que cet handler, il fait l'opération d'un XOR. Donc là, je vous le reconnais, c'est très simple, hein, comme VM, mais grosso modo, l'idée est là. Et voilà. Le problème maintenant, c'est qu'on ne peut pas juste comme ça afficher les instructions teintées. On a une liste d'instructions et ces instructions, les recompiler, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Typiquement, là, le code qui est là, si vous le prenez et que vous le compilez, techniquement, vous n'aurez pas forcément le même résultat que le binaire d'origine, parce qu'il vous manque un état initial, qui est l'état initial défini par la VM, et il vous manque l'état aussi, pareil, initial, mais avant chaque handler, parce qu'entre chaque handler, la VM fait quelque chose, et va définir un état avant d'exécuter chaque handler. Donc on ne peut pas directement traiter ces instructions assembleurs. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir avoir une souplesse un peu plus souple, ça va être de représenter ces instructions
dans une représentation symbolique. Donc on travaille plus du tout sur de l'assembleur, là on va travailler sur des arbres d'expression. Donc ça ressemble à quelque chose comme ceci, hein. Ici c'est juste la forme SMT, c'est un format comme un autre, hein, mais on a un IR. Cet IR c'est issu du projet Triton, qui est un projet d'analyse binaire qui propose justement un IR. Donc on travaille sur cet IR. Voilà, donc maintenant on ne travaille plus du tout sur l'instruction, sur les instructions elles-mêmes. Le problème maintenant, c'est que donc on fait une trace, très bien, on n'a plus une trace d'instruction, mais on a une trace d'expression. Et dans ces expressions, on a tout un tas de choses, dont le processus de la machine virtuelle. Alors nous, ce qu'on veut, c'est virer justement ce processus de la machine virtuelle. Mais comme on a teinté les entrées de la fonction virtualisée, dans nos expressions, on va avoir des graphes qui contiennent des nœuds teintés. Et donc l'idée, c'est de concrétiser. Donc concrétiser, grosso modo, c'est on va évaluer les sous-arbres. Par exemple, ici, ce qui est gris, c'est, on va dire, ce qui appartient à la machine virtuelle. Et donc on voit que tout ce sous-arbre-là, il n'est pas du tout en lien avec l'entrée utilisateur, donc on s'en fout. À chaque fois qu'on va exécuter le binaire, ce sera toujours le même résultat. Donc tout ça, on l'évalue, ça nous donne une constante, donc la constante 9, et ce qu'on garde, donc pareil là pour le petit sous-graphe là, et donc ce qu'on garde, c'est vraiment un arbre qui a un lien direct d'enfant là avec son entrée utilisateur. Et donc ça, juste ça, ça a déjà permis de supprimer tout le processus de la machine virtuelle. Ok ? Voilà. Donc là, on est sur une seule trace. Donc très bien, on a dévirtualisé un chemin, celui qu'on a donné lors de l'émulation. Mais le problème, c'est que pour reconstruire un binaire valide, il faut reconstruire son contrôle flow. Donc très bien, vu qu'on est sur des représentations symboliques et que notre variable d'entrée est teintée et symbolisée, on va pouvoir faire du code coverage avec un SMT solver sur les contraintes de branchement. Et à la fin, une fois qu'on a tout couvert, on va avoir un arbre d'exécution. Alors ici, la couverture de chemin, l'idée c'est pas de couvrir tous les chemins, mais de couvrir toutes les arêtes. Ça c'est très important, parce que la complexité est moindre. Voilà, donc maintenant on a un arbre d'exécution. Le problème, c'est que cet arbre d'exécution, il faut pouvoir le convertir, le transformer en CFG. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est super simple, mais c'est pas si trivial. Surtout que nous, on travaille sur une forme SSA, donc les derniers basic blocks, ils n'ont pas les mêmes ID qu'une certaine autre branche, etc. Donc faire les liens, c'est très difficile. Donc j'ai essayé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines de faire un algo custom, mais j'ai abandonné et je me suis aperçu que LLVM, l'option -O2, faisait le merge à ma place. Alors je me suis dit ok super, je vais ouvrir LLVM, je vais regarder les passes de transformation d'LLVM. Ok, et au bout de 10 heures, je me suis dit putain non, en fait c'est trop compliqué. Je vais envoyer un mail au core développeur et les core développeurs m'ont dit ah putain, on sait pas du tout d'où ça vient, machin, c'est un enchaînement de passes dans un ordre très précis et tout. J'ai fait bon ok, ça m'a l'air d'être très très compliqué. J'applique O2 et voilà, je pose pas de questions. Donc maintenant la difficulté c'est de passer de notre IR à l'IR de l'LVM. Pour ça j'ai des collègues très talentueux qui ont fait le truc à ma place. Donc le projet Haribo, qui est un projet qui était au début utilisé pour faire de la simplification symbolique bit à bit. Mais en fait, on s'est aperçu que voilà, on avait chacun notre IR et que chaque fois qu'il y a un outil qui sort, de toute façon, tout le monde reconstruit son propre IR et ça c'est très dommage. Il faudrait qu'on fasse un IR tous commun, ça serait bien. Mais en tout cas, bref, moi je suis sur Triton, donc j'ai un IR Triton. Je veux aller sur LLVM, donc j'ai une conversion. Donc Haribo me permet de faire la conversion de l'IR Triton vers celui d'Haribo et ensuite Haribo fait le sien vers LLVM. Ici, j'applique les passes d'optimisation LLVM. Dans le futur, hein, plus ou moins proche, ça dépendra de la motivation de mon collègue. On pourra revenir en arrière, aller sur Medusa, sur du miasme, etc., etc. Donc profiter, un peu voler là comme ça les idées de chacun, de chaque projet, et d'arriver à des résultats plutôt cool. Sinon, on fait un IR tous commun et voilà. Voilà, donc on passe sur LLVM. Et ensuite, on recompile. Bah voilà, donc on fait la recompilation avec l'option -O2 et là ça nous merge les branches qui vont bien et en bonus, ce qui est vachement bien, c'est que si on a dévirtualisé l'X86, on peut recompiler sur de l'ARM. Ça c'est pas dégueu, bon ça sert comme ça, dit comme ça, pas à grand chose, mais techniquement c'est quand même assez cool. Voilà, donc ça c'est notre approche et maintenant je vais vous montrer que ça marche.
plus ou moins bien, on verra, sur le challenge Tigress. Donc le challenge Tigress, pareil, c'est un collègue qui m'a dit ah, regarde, il y a une protection, etc. Ils ont fait des challenges. C'est une protection académique faite par Christian Kohlberg, donc quelqu'un qui est très connu dans le domaine de l'obfuscation. Et voilà, donc ils ont mis à disposition 35 VM différentes où le challenge en lui-même c'est une fonction virtualisée qui prend un X et qui renvoie un dérivé de ce X. Et pour valider ce challenge, il faut comprendre l'algorithme de hachage de transformation qui est fait. Les algorithmes sont custom, donc les constantes, à la fin on se retrouve avec des constantes mais on sait pas ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave. L'idée c'est de retrouver le programme, l'algorithme de hachage, de dérivés, etc. Donc voilà, donc ça ressemble, ça c'est issu de leur site. Donc on a 6 challenges, par challenge il y a 5 VM, des niveaux de difficulté différents. Donc voilà, avec différents types de dispatchers, différents types de handlers, des obfuscations, des machins. Et on peut voir aussi qu'au niveau 4, là, à la VM challenge 4, il y a 2 niveaux de virtualisation. C'est-à-dire qu'il y a une VM qui va émuler une autre VM qui va émuler le code d'origine. Et il faut revenir de tout ça au code d'origine. Bref, donc du coup on a développé un script, on verra tout à l'heure, c'est solve.python. Ça prend une VM et ça renvoie un programme dévirtualisé. Et on a ce même script qui n'a pas du tout été modifié pour chacun des challenges. Il a pris tous les challenges en entrée, il a ressorti les binaires désobfusqués en sortie. Ouais. Et voilà, donc dans un temps très raisonnable, donc 3 secondes, 9 secondes, 3 secondes, enfin voilà. Le challenge qui nous a pris le plus de temps, en tout cas pas à moi, mais au script Python, c'est le challenge, donc VM dans une VM. Voilà, ça a pris 2h30. Donc 2h30, est-ce que c'est vraiment long ou pas? Ça, je vous laisse juger. En tout cas, ça a pris 170 Go de RAM que pour le dernier. Mais pareil, encore là, est-ce que 170 Go de RAM, est-ce que c'est vraiment beaucoup? Personnellement, je l'ai fait avec mon laptop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté. La boîte m'a donné un SSD de 1 Tera. Et ok, très bien, Ubuntu, 800 Go de swap, 200 Go système. Voilà. Ça marche très bien, quoi. Donc, pas besoin d'être super riche avec un serveur de faux. Alors, bon, il y a des limitations, hein, c'est pas magique. Donc les limitations sont proches de celles de l'exécution symbolique. Ça veut dire que parce qu'on doit couvrir les chemins, si les expressions sont trop complexes, on peut pas, et donc on retrouve en fait un CFG partiel de la fonction virtualisée. Si on a une fonction virtualisée multithreadée avec des IPC, etc., des trucs asynchrones, bah pareil, hein, c'est une limite, c'est très compliqué à reconstruire. Et après ça, les limites qui nous sont propres au projet Triton, en tout cas, c'est que on reconstruit pas les tableaux. Nous, dans notre représentation, il n'y a pas d'accès mémoire, il n'y a pas de, comme dans Miasme, là, les déréférencements, etc. Nous, on n'a pas ça. En gros, un tableau, pour nous, c'est un tableau de 10 octets, c'est 10 variables, 10 bits vecteurs de 8 bits, quoi. Donc, en gros, si vous avez un tableau dans un code C, par exemple, vous auriez 10 variables de 8 bits. Donc, c'est juste l'inconvénient, on ne construit pas de tableau. Les loops, elles sont pas reconstruites parce qu'on travaille sur une trace d'exécution, donc elles sont dépilées. Les reconstruire, c'est très compliqué. LLVM le fait pas, donc c'est que ça doit être très compliqué. Je sais pas. Voilà. Alors, what next? Donc là, voilà, ça marche. Ça a marché très bien pour Tigress. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment su pourquoi, donc il a fallu un peu creuser, etc. Et donc voilà, donc on est toujours dans cette démarche. Est-ce que ça marche que sur Tigress parce que c'est Tigress? Est-ce que ça marche sur n'importe quel type de VM? Parce qu'au final, on n'a pas du tout ciblé le dispatcher, les bytecodes, les composants, etc. Ça a vraiment été teinté, symbolique, etc. Donc pas du tout ciblé sur l'architecture du VM, mais est-ce que c'est vrai? Donc voilà, ça c'est du taf qu'on a à faire. Et tester sur d'autres protections. Alors j'ai un petit teasing, c'est que ça marche sur VM Protect. Donc j'ai testé avec VM Protect et pareil, j'ai eu le même bon résultat. Donc plutôt confiant, mais il faut pousser. Démo. Ok. Donc voilà, donc on a un solve VM. Si j'envoie une VM de Tigress obfusquée, donc là il y a voilà, ça émule, ça fait les trucs symboliques, ça teinte, etc. Et à la fin, ça nous sort de l'IRLLVM, et cet IRLLVM, on peut le compiler. Donc tout ce répertoire, il est public.
l'adresse est sur l'acte. Mais grosso modo, voilà, vous avez donc les binaires désobfusqués. Donc vous pouvez les ouvrir dans IDEA et voir un peu la différence entre ceux qui sont obfusqués et ceux qui ne le sont pas. Tout le code LLVM, les expressions Triton sous la forme Python. Enfin voilà, vous avez tout dans ce dossier qui est public. Mais c'est pour vous montrer, par exemple, dans IDEA, ici c'était une VM obfusquée, donc on voit très bien qu'il y a tous les handlers, etc., etc. Et on arrive à quelque chose qui est comme ça, donc un graphe avec juste un if-else, avec donc les opérations arithmétiques qui s'occupent de faire le dérivé, quoi. Donc une fois qu'on a eu ça, en fait, j'ai contacté Christian Kohlberg, je lui ai demandé les sources de ces challenges pour moi voir que j'avais bien un truc qui était cohérent. Donc ça l'est, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà. Et donc là, par exemple, pour VM Protect, donc là, l'exemple ici, il est très très simple. En gros, je vous montre. J'ai pas poussé sur VM Protect, mais en gros, j'ai juste une fonction qui fait une multiplication par 2. Jusque là, c'est très très simple. Si on exécute, on a donc là toute la trace d'instruction qui passe par la VM de VM Protect, etc. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai comme expression? J'ai la concaténation de 32 bits à 0 avec ma variable symbolique, mais moins 1 et 0. Donc ça, bon bref, faites-moi confiance, c'est une multiplication par 2. Et voilà, et donc pareil, si je vous montre juste les expressions OLLVM, enfin LLVM, pardon, voilà, donc on a un chiffre de 1, donc multiplication par 2, quoi. Voilà, donc là, maintenant, ce qui me reste sur VM Protect, c'est genre détecter les branches, parce que VM Protect, bon, il push de constantes, il push des flags, enfin bref. Il y a ça à catcher que je catche pas dans Triton, mais si on arrive à couvrir les branches dans VM Protect, on arrive à désobfusquer par VM Protect. Voilà, donc conclusion, l'analyse dynamique plus DSE, c'est vraiment, vraiment bien pour tout ce qui est du cassage de VM. Nous, on n'a pas c'est automatique et générique. Là, ça a marché pour VM Protect, ça a marché pour Tigres sur 35 VM différentes. Il n'y a pas du tout de truc qui dit, ok, tu vas cibler tel VPC, tel dispatcher, telle structure de VM. Donc tout ça, c'est générique. LLVM, c'est vachement bien pour faire le merging de branches. Et voilà, donc on a contacté l'équipe Tigres, ils étaient au courant, et ils vont pousser une nouvelle protection, apparemment anti-symbolique exécution, avec des nouveaux challenges. Donc voilà, on va voir. Et comme recommandation, faut pas non plus rajouter trop d'obfuscation sur la machine virtuelle en elle-même, la structure, ça sert à rien, parce qu'une fois qu'on l'a pété, on a le code d'origine. Ce qu'il faut, c'est appliquer des passes d'obfuscation sur le bytecode propriétaire. Comme ça, même si on a pété la VM, on a quand même du code obfusqué, quoi. Voilà, donc tout est public. Vous pouvez reproduire pareil l'attaque. Enfin, voilà, tout est public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une question tout en haut. Bonjour, merci pour la talk. Tigres propose aussi d'autres niveaux de protection, notamment pour empêcher la malice par teinte. Est-ce que votre technique fonctionne même si on active justement les techniques pour empêcher la malice par teinte? Alors normalement, dans les 35 VM, ils sont censés avoir combiné plusieurs de leurs protections. Alors moi, j'ai pas vérifié que dans le binaire qui a été obfusqué, ils appliquent bien ce qu'ils disent. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher sur toutes les VM. Donc bon, faut voir en fait ce que derrière eux ils se disent par anti-taint analysis, anti-symbolique exécution, ouais, etc. bien sûr. Et par contre, si on fait du just-in-time ou d'autres types de protections fournies avec Tigres, j'imagine que là, ça. Ouais, alors ouais, le JIT là, les protections. Alors eux, je les ai pas analysées. Alors pourquoi? Parce que j'ai eu la flemme. C'est que vu que en émulation, en fait, je suis obligé d'émuler le binaire. Et dans tout ce qui était non JIT, il n'y avait pas d'appel à la lipsée. Donc ok, super, très bien, j'ai pas à réémuler tout ce code. Mais pour tout ce qui est JIT, tu avais une trentaine de fonctions de la lipsée, dont des trucs ultra relous à émuler. Donc je l'ai pas fait, quoi. Mais faudrait que je le fasse pour voir si ça marche sur aussi leur protection JIT. Ok, merci. Ouais.
C'est bon. Ouais, question troll. À la main, ça prend combien de temps à péter la VM, une des VM en tout cas? Alors sur ce schéma-là, là, qui est issu du site, on voit qu'il n'y a que le premier niveau qui a été cassé. Donc si on clique dessus, on a un write-up fait par un mec de chez Google, avec le temps estimé à 9 heures pour À la main. 9 heures pour reverser manuellement tous les 5 VM de ce challenge. D'accord. Voilà. Merci. Tu dis que tu reconstruis pas les boucles, par exemple. Est-ce que tu reconstruis les sous-fonctions ou est-ce que tu te retrouves avec juste un énorme main avec tout en vrac? Ouais, non, on reconstruit pas le call graph. En gros, tu as un call, tu rentres dans une fonction et ces expressions-là, donc tu as une sortie et c'est réinjecté comme ça dans les expressions. Donc on a, enfin voilà, c'est exponentiel comme ça au nombre de, enfin voilà, plus tu appelles la fonction et ça va être réimbriqué. On reconstruit pas le call graph, mais c'est possible. Hein. Je pense qu'avec quelques petits codes, quoi. Quand vous parliez d'autres types de protections qui pourraient être analysées avec ce genre d'approche, est-ce que ça pourrait être utilisé par exemple pour essayer de comprendre un algo de déchiffrement d'un packer, vu que finalement une VM qui a son bytecode maison, c'est un peu comme un algo de chiffrement maison qui déchiffre? Là, comme ça, sans code sous les yeux, je sais pas du tout. À la limite, si tu as un exemple, tu me l'envoies et moi je peux tester. Bonjour, merci, c'était super intéressant. Deux petites questions. Si je mets une grosse boucle avec plein de tableaux dans la boucle sur lesquels on fait des calculs inutiles, ça marche pas, si j'ai bien compris. En fait, ça va dépendre vraiment de la complexité de ta boucle et ce que tu fais dans ta boucle, quoi. Ok. Est-ce que tu pourrais préciser la subtile différence que tu fais entre je ne couvre pas tous les chemins, il suffit de couvrir toutes les arêtes? J'avoue que ça m'a un peu laissé perplexe. Tu vois le graphe là qui est à droite? C'est un arbre. L'arbre qui est à droite, pardon, ouais. Non mais à gauche, pour moi il est à gauche. Enfin, à gauche c'est un arbre. Et à droite, t'as le graphe. Oui, t'as le graphe. Ouais, enfin, bon. Ok, le graphe, le arbre. Bah, du coup, ce que t'as là, par exemple, t'as que tu dois couvrir toutes les arêtes, donc tu peux faire avec 2 traces. T'as couvert tous les basic blocks qui sont ici. Ouais. Voilà. Alors que si tu dois couvrir tous les chemins, tu dois le faire 4 fois. Parce que t'as là, enfin bref, 4 fois. Quoi. Ouais. Ok. Discussion là, tu vois qui est donc à gauche là. T'as 4 forks. Ça couvre tous les chemins vraiment du graphe, alors qu'en fait, on a juste besoin au final de couvrir juste tous les basic blocks. D'accord. Donc Okay. avec 2 traces d'exécution, si tu te débrouilles bien, tu as couvert tous les basic blocks. Ok, merci. D'autres questions? Oui. Ouais, que ce soit pas toujours le même qui court. Est-ce que Christian a validé que tu as craqué les VM et t'as envoyé 6 livres du coup? Bah, il a pas mis solve en tout cas. Après, alors c'est tombé, mon mail est tombé un peu mal parce qu'une semaine après, il allait à CSAC, là, enfin une conf académique pour présenter ses travaux, et dans ses travaux, il a dit que Triton ne marchait pas. Enfin, bref, je sais pas. Hein, en tout cas, il a mis sur le site que toutes les VM ont été cassées, mais le tableau est pas mis à jour. Hein. Après, Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci.